Bonjour, depuis le 16 juin, les députés de la commission d'enquête consacrée à l'épidémie de Covid-19 auditionnent les acteurs de la crise sanitaire. Monde médical, mais aussi anciens ministres et directeurs généraux de la santé. Tout l'été, LCP vous fait revivre ces auditions. Aujourd'hui, celle de Didier Houssin, ancien directeur général de la santé de 2005 à 2011. Il a travaillé avec les ministres Xavier Bertrand et Roselyne Bachelot. C'est à cette époque qu'il avait été confronté à l'épidémie de H1N1, dont la gestion par les autorités avait été jugée disproportionnée avant d'être réhabilitée. On écoute dès à présent Didier Houssin. Monsieur le professeur, mes chers collègues, nous avons souhaité entendre les différents directeurs généraux de santé pour pouvoir retracer l'évolution de l'organisation de la réponse aux crises sanitaires. Nous terminons cette série d'auditions en recevant aujourd'hui monsieur Didier Houssin. Monsieur le professeur, je vous remercie de votre présence. Avant de vous donner la parole, je vais vous demander de prêter serment. En effet, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Je rappelle donc que cette audition est publique, diffusée en direct et consultable en vidéo et fera l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Monsieur, vous avez la parole pour un court propos liminaire qui va précéder l'échange avec les parlementaires. Merci. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés. Donc, quelques mots pour me présenter, mais vous l'avez fait. J'ai un lourd passé en matière de risque pandémique. Comme vous l'avez dit, j'ai été directeur général de la santé de 2005 à 2011 et non 2013, et en même temps délégué interministériel à la lutte contre la grippe aviaire. J'ai d'ailleurs évoqué dans cette expérience dans un ouvrage de 2014 dont j'offre un exemplaire à votre commission d'enquête. Ensuite, de 2011 à 2020, j'ai conseillé l'OMS en matière de sécurité sanitaire face aux risques pandémiques, et mon rôle vis-à-vis de Covid-19, vous l'avez dit, c'est joué à deux niveaux. Le niveau de l'OMS que vous avez mentionné, que je ne reprendrai pas, celui de la mission Castex non plus. J'ajouterai simplement qu'en tant que membre de l'Académie nationale de médecine, j'ai assuré depuis mi-mars, le secrétariat de la cellule Covid-19. Je ne sais pas si M. Lagarde est là, mais il sera sans doute heureux de savoir que ça demande que l'Académie nationale de médecine joue un rôle plus important durant ce type de crise. Page 681-682 du rapport de la commission d'enquête de juillet 2010 a eu une suite favorable à l'occasion du Covid-19. Un peu tardif peut-être, mais favorable quand même. Mon propos liminaire se centrera autour de la notion de préparation au risque pandémique avec trois approches. Le regret qu'elle ait été critiquée en 2010, le constat que le défaut de préparation a eu en 2020 des conséquences graves, et l'espoir enfin que la préparation à ce risque devienne une obligation dans notre pays. Un regret d'abord, impact, gestion, conséquences, très bien, mais un mot n'apparaît pas dans l'intitulé de votre commission, c'est le mot préparation. Entre 2005 et 2009, sous la menace du virus H5N1, la préparation de la France au risque pandémique lié à un virus émergent à transmission respiratoire a été intense. Elle a conduit à un travail interministériel inédit pour développer, décliner, puis perfectionner un plan national, préparer notre société à la continuité d'activité en situation de pandémie, s'exercer, constituer des stocks de produits de santé, masques, antiviraux, respirateurs, préparer les organisations logistiques, préparer la production d'un vaccin et organiser l'action de l'État, en particulier avec la création de l'EPRUS, notamment en 2007, dont M. Dor se souvient évidemment très bien. En 2010, au décours de la pandémie de 2009 due au virus H1N1, moins grave que redouté au début, cette préparation a été critiquée. Au lieu d'être félicités pour avoir limité le nombre de décès, nous avons été critiqués pour avoir trop dépensé. Je vous renvoie notamment aux commissions d'enquête devant lesquelles j'ai eu l'honneur, sinon la joie, d'être convoqué. Là encore, M. Lagarde et M. Dor s'en souviennent. 10 ans ont passé. La violente critique en 2010 de cette préparation a, selon moi, joué un rôle majeur dans l'affaiblissement en France de la préparation au risque pandémique. Affaiblissement qui s'est révélé de façon dramatique fin janvier 2020, lorsque l'OMS a déclaré que Covid-19 était une urgence de santé publique de portée internationale. Voilà pour le regret. Un constat ensuite.
En dépit du travail admirable des hospitaliers et du civisme de la population, 30 000 décès ont été déplorés à ce jour et l'impact économique et social est majeur. Notre défaut de préparation porte une part de ces graves conséquences. Face à un virus d'autant plus dangereux qu'il est excrété avant les signes cliniques, c'est un point très important, l'absence de traitement et de vaccins et la rareté des tests virologiques disponibles imposaient de recourir aux méthodes rustiques de prévention, sinon la fuite, du moins la distanciation, l'hygiène des mains et le port du masque. J'avoue avoir été sidéré d'apprendre que le stock de masques de la France s'était évaporé. Je n'ai pas parlé de dissolution parce que j'ai pensé que c'était un terme qui vous était désagréable. À partir de 2005, nous avions décidé la constitution d'un grand stock de masques, précisément parce que nous redoutions, quand je dis nous, ce sont évidemment les ministres de la Santé de l'époque, j'étais directeur général de la Santé, et bien sûr le gouvernement derrière lesquels se situaient ces ministres. Précisément parce que nous redoutions, face au virus H5N1, la terrible situation dans laquelle nous nous sommes trouvés en 2020 face au coronavirus. Nous estimions alors qu'en l'absence de vaccins et de traitements, le minimum que l'État pouvait faire pour protéger les professionnels les plus exposés et la population était de leur donner des masques afin de réduire le risque de transmission du virus. En avril 2010, après la pandémie grippale due au virus H1N1, il restait du stock de masques constitué au prix d'efforts importants, industriels, financiers, logistiques. En avril 2010, donc il restait 1 milliard de masques chirurgicaux en anti-projection pour la population et les malades, soit environ 100% du besoin alors estimé, je reviendrai là-dessus si vous le souhaitez, et 700 millions de masques FFP2 à haute capacité de filtration pour les professionnels exposés, professionnels de santé, professionnels du secteur médico-social et autres professionnels de la sécurité, professions en activité de guichet ou d'accueil, 80% du besoin estimé. J'insiste sur 2 points. Le calcul du besoin était fondé sur un certain nombre de masques par jour, une durée de 12 semaines pour la vague pandémique et sur un calcul de la dimension de population à couvrir par catégorie professionnelle. La doctrine concernant les masques FFP2 s'inscrivait dans un plan plus vaste, centré sur la préparation du plan de continuité d'activité à tous les niveaux, secteur public, secteur privé. À partir du document unique d'évaluation des risques du ministère du Travail, qui a joué alors un rôle très important, les masques dont devaient se doter aussi les acteurs économiques et les collectivités territoriales, par exemple pour les éboueurs, étaient l'outil contribuant à la continuité d'activité. Mon travail de délégué interministériel avait alors consisté à rencontrer, dans le cadre de réunions organisées chaque semaine, tous les secteurs, banques, assurances, boulangers, médias, agroalimentaires, funéraires, etc., pour les inciter à 2 choses, préparer leur PCA et acheter des masques. Si notre stock de masques ne s'était pas évaporé, on aurait peut-être pu organiser autrement le confinement dans le sens d'une meilleure préservation de la continuité d'activité. En lisant le rapport du sénateur Delattre, j'ai compris qu'en 2015, ce stock avait commencé à se déliter. En 2020, il avait fini par quasiment s'évaporer au point de nous mettre en situation de pénurie. Comment cela est-il possible ? Ceci est particulièrement grave concernant les masques FFP2 pour les soignants, car une lecture de la doctrine d'emploi de ces masques produite par le Haut Conseil de la santé publique le 1er juillet 2011, qui la limiterait aux actes les plus invasifs, cette lecture me paraît discutable. Il me semble qu'il fallait faire encore à ce moment-là le maximum pour protéger les soignants exposés, quel que soit leur secteur d'activité. Les masques ne seraient-ils qu'un marqueur parmi d'autres du défaut de préparation au risque pandémique ? Qu'en a-t-il été de la mise à jour de la planification des actions, de la coordination interministérielle, de la préparation de la continuité des activités, des exercices, de l'anticipation de la recherche-développement et de la coordination européenne et nationale des essais cliniques ? Il est vrai que la France n'a pas été le seul pays dans cette situation. Cela ne peut pas être une consolation. La France était reconnue pour être un des pays les mieux préparés. Elle se retrouvait dans la même situation que de nombreux autres pays, une situation dans laquelle il faut subir et improviser. Or, et les musiciens qui sont ici le savent, l'improvisation ne s'improvise pas. Planification.
Il a fallu activer le plan pandémie grippale qui avait le mérite d'exister mais qui datait de 2011 et n'avait pas été mis à jour. Gestion de crise. Alors que l'unité d'action reste une règle de cette gestion, il a fallu attendre de longues semaines pour qu'un centre interministériel de crise unique gère la crise liée au Covid-19. Une préparation plus active et la répétition des exercices dans les années précédentes auraient peut-être permis d'éviter cela. Expertise scientifique. De façon inattendue, un paysage complexe a été créé avec l'invention de 2 conseils scientifiques, alors que notre pays disposait d'instances expérimentées, composées avec soin et compétentes. En matière d'analyse de risque, Santé publique France, notre vigie, notre source de données, qui a su s'appuyer sur des équipes de modélisation et d'épidémiologie de qualité. En matière d'expertise pour la gestion de risque, avec le Haut Conseil de la santé publique qui a préparé la doctrine sanitaire de gestion du risque. Heureusement, la qualité des membres du conseil scientifique que vous avez, je crois, entendu, a permis d'éviter que la complexité ne se transforme en confusion. On ne peut pas évidemment nier la grande qualité de personnes comme Delfrécy, Fontanet, Lina et la dame qui les accompagnait. Il a fallu cependant attendre la mise en place de la mission de Jean Castex pour que la notion d'anticipation et de préparation prenne enfin sa place à partir du 9 avril. Un espoir enfin pour conclure, un triste espoir que l'impact sanitaire, social et économique de la pandémie de Covid-19 laisse de telles traces que l'on prenne enfin au sérieux dans la longue durée la préparation aux risques pandémiques. Il faut en effet se concentrer sans faiblir sur les risques avérés, douloureusement éprouvés en France depuis des siècles, et qui sont les plus lourds, la guerre et l'épidémie. Sachons trier entre ce qui est prioritaire et ce qui l'est moins. Ne laissons pas les événements intercurrents, même s'ils sont importants et réclament une réponse adaptée, détourner des grandes priorités de préparation que, vu leur impact potentiel, sont la défense et la préparation aux risques pandémiques. Pour le risque de guerre, nous avons une armée, elle se prépare, elle s'équipe, elle s'entraîne. Ça devrait être pareil pour le risque pandémique, car tout incite à se préparer à ce risque. La densification de l'espèce humaine, la densification des espèces animales, l'accroissement des interactions entre espèces animales, l'accroissement entre espèces humaines et espèces animales, la multiplication des échanges de personnes et de biens par les migrations, le tourisme et le commerce, les pratiques d'élevage des animaux, les conditions de vie des êtres humains dans les grandes villes. À tous les échelons, local, régional, national, européen plus que tout et mondial, faisons que de cette préparation au risque pandémique une priorité qui dure et que l'on organise pour résister à l'oublieuse mémoire. Puisque j'ai l'occasion de m'adresser aux législateurs, quelques suggestions pour conclure. 1. Une obligation de préparation au risque pandémique. 2. Une planification mise à jour, déclinée, testée, évaluée. 3. Une coordination interministérielle, c'est peut-être le plus important. 4. Des contre-mesures. Quand j'entends contre-mesures, j'entends les masques, les solutions hydroalcooliques et tout ce qui peut être éventuellement, dans les différentes hypothèses, un traitement ou un vaccin. Des contre-mesures sur la responsabilité de l'État avec un contrôle parlementaire, comme j'imagine l'exerce pour la défense votre commission de la défense nationale. Un effort européen pour qu'une Europe de la sécurité sanitaire se crée, dont le volet de préparation au risque pandémique serait le pivot. Une stratégie enfin de recherche et de développement sous le contrôle de l'OPEX. À ce propos, je ne peux pas ne pas vous alerter sur la grave situation de la recherche en France. Puisque vous allez bientôt débattre d'une loi de programmation pour la recherche, je veux souligner qu'il y a bien sûr des aspects budgétaires à traiter, mais il y a surtout un besoin de simplification extrême. L'université devrait être en France le cœur des activités de recherche, comme c'est le cas dans la plupart des pays développés. Il faudrait donc unifier le corps des enseignants-chercheurs et celui des chercheurs et revoir profondément les missions des organismes tels que le CNRS ou l'INSERM, dont la création a été très utile après la guerre, mais dont la valeur ajoutée est aujourd'hui discutable. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le professeur. Vous avez exercé des responsabilités importantes, vous les avez rappelées. Vous venez de porter une vision et un regard
assez critique, assez sévère même sur l'impréparation qui a marqué la gestion de cette crise et ses conséquences terribles que vous avez rappelées. Je voudrais vous interroger d'abord sur vos fonctions de président du comité d'urgence de l'OMS. Vous avez l'avantage d'avoir cette vision et ce recul sur ce qui s'est passé dans notre pays, d'avoir été un acteur à la fois dans l'épisode de grippe aviaire, dans l'épisode du virus H1N1, et vous l'avez rappelé. Quel regard comparatif vous portez sur ce qui s'est passé dans d'autres pays? Qu'est-ce qui fait que le constat, le diagnostic sévère que vous dressez s'est produit dans notre pays par rapport à d'autres, et je pense aux pays du sud-est asiatique qui ont mieux fait face à la pandémie? Et qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous pouvez dire à notre commission sur la date d'information? Plusieurs intervenants à votre place nous ont indiqué qu'il y avait eu un retard dans les prises de décision. Est-ce que ce retard, nous aurions pu l'éviter par rapport aux informations, notamment de l'OMS, provenant de Chine d'abord, mais des informations internationales dont nous disposions? Donc ça, c'est plutôt ce regard et cette comparaison internationale, et il y a un élément sur l'information, sur la date d'information, sur la prise en compte dans d'autres pays. Et ensuite, je voudrais vous interroger, vous avez beaucoup abordé ce sujet, je crois qu'il est essentiel en effet, sur les questions de coordination interministérielle. C'est vrai qu'on a été frappé par la multiplicité des instances, d'autres ont été créées spécifiquement avec la crise. Vous évoquiez le conseil scientifique, on pourrait rajouter le CARE, on pourrait tous ces organismes se rajoutant à ceux qui existaient déjà, et qui peut avoir le sentiment, en tout cas vu de l'extérieur, de créer une confusion et un manque de pilotage. Et vos successeurs évoquaient hier la nécessité d'avoir un maréchal de guerre à la tête de toutes ces armées. Mais au-delà de la coordination nationale entre le CORUS, les cellules interministérielles, le conseil scientifique, etc., il y a aussi la coordination locale. La stratégie nationale qui relève de l'État, de ses autorités sanitaires, mais aussi sa déclinaison concrète sur le terrain. Et là, on a vu, ça nous a été dit aussi, mais je voudrais avoir votre analyse, votre appréciation, un peu un double pilotage quelquefois difficile et source et improductif entre le préfet, les préfets de département et les ARS, qui ont introduit une forme de confusion et de questionnement sur le pilotage. Donc je voulais avoir ces deux approches, une internationale et une très locale. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, d'abord, le comité d'urgence de l'OMS, il est important d'avoir à l'esprit que c'est un instrument qui s'inscrit dans le cadre du règlement sanitaire international. Ça n'est pas un comité permanent, c'est un comité qui est réuni par le directeur général de l'OMS, qui est convoqué par le directeur général de l'OMS, essentiellement pour lui donner un avis sur une question: est-ce que ce qui se passe est une urgence de santé publique de portée internationale? Car dans le cadre de ce règlement, qui est le principal traité international en matière de santé, ça ouvre à des droits et devoirs pour les États membres et pour l'OMS. Et effectivement, la convocation faite par le directeur général, j'ai reçu l'appel le dimanche 19 janvier, si je me souviens bien, on peut dire que c'est une convocation précoce si on compare à ce qui s'était passé pour Ebola et pour H1N1 et puis dans d'autres domaines, Zika, etc. Donc je pense que l'OMS a fait preuve de célérité au point que la première réunion du comité d'urgence, le 22 janvier et le 23 janvier, a abouti à un avis très partagé du comité sur le fait que est-ce que c'était ou non Le comité était complètement partagé, tout simplement parce qu'il y avait 4 cas à l'étranger, 2 au Japon, 1 en Corée, 1 au Thaïlande, et que la situation, disons, n'était peut-être pas aussi alarmante le 22 et 23 janvier. Et donc, la recommandation qui a alors été faite au directeur, ça a été de lui dire, écoutez, parce que les termes de référence de ce comité sont qu'il doit fonctionner par consensus. Et le seul consensus que j'ai pensé pouvoir trouver à ce moment-là, c'était un consensus sur c'est un peu trop tôt, mais reconvoquez-nous dans les jours qui viennent si la situation évolue. Ce qu'il a fait,
La semaine plus tard, nous avons été convoqués le 30, et là, la situation avait un peu évolué. On était passé de 400 cas en Chine à, je crois, 1700 ou même quelques milliers. Il y avait non plus 4 cas, mais 80 dans des pays étrangers, sans décès, dans 18 pays. Et là, le comité a été quasi unanime pour dire qu'il fallait effectivement déclarer. Et donc, le 30 janvier... la déclaration par l'OMS qu'un événement est une urgence de santé publique de portée internationale, ça veut dire que dans un pays, normalement, on s'arrête de poser le crayon, on pose tout et on s'occupe essentiellement de ça. Donc la question, effectivement, qui peut se poser, c'est qu'est-ce qui a été pris comme décision à partir du 30 janvier au soir. Et moi, j'avoue que je n'ai pas une vision précise parce que je n'étais pas dans le secteur des activités au niveau national. Donc, il est important d'analyser qu'est-ce qui s'est passé, en particulier en février et en mars. C'est là le point, à mon avis, clé. Quelles ont été les décisions prises, quels ont été les plans activés, quelles ont été les structures mises en place. C'est ça qui me paraît absolument essentiel. Mais je ne suis pas en position de pouvoir porter véritablement un jugement personnel parce que je n'ai pas suivi les affaires de suffisamment près. Vous avez évoqué la question de la coordination de l'ensemble du système. C'est là le problème du défaut de préparation. C'est que lorsqu'on n'est pas préparé, on est obligé d'improviser, d'inventer des choses. Alors parfois avec génie, il y a sans doute des initiatives intéressantes qui ont été prises, mais parfois on crée des choses qui auraient peut-être pu éviter parce qu'elles ont finalement créé plus de difficultés que d'apports. J'ai mentionné les 2 points qui m'avaient surpris. C'est la création du Conseil scientifique et de CARE. Ça m'a étonné, mais je me suis dit après tout, voyons. Et puis, ce qui m'a surpris, c'est le fait qu'il n'y ait pas un centre de crise, un centre de gestion de crise unique, alors que dans une situation aussi grave, le plan pandémie grippale qui avait le mérite d'exister prévoyait tout de même très rapidement la mise en place d'un centre de gestion de crise unique, ce qui a finalement été fait au début du mois de juin. Donc je pense que voilà 2 exemples qui sont des manifestations, de mon point de vue, d'un défaut de préparation, des répétitions de ce type de plan, d'exercices où on travaille ensemble, où on réunit autour de la même table la santé, l'intérieur, les affaires étrangères, etc. Ça, c'est essentiel. Ensuite, alors vous évoquez ensuite la question de la coordination locale. Là aussi, je ne suis pas en position de pouvoir donner un avis très documenté là-dessus. Bon, la création des ARS, je les ai vécues, je me souviens très bien. Ça a été une solution qui a été trouvée pour essayer d'améliorer par rapport à ce qu'il y avait avant l'organisation de l'État en niveau territorial dans le domaine de la santé et du secteur médico-social. Je pense que je ne suis pas bien placé pour juger des relations qui ont pu s'établir entre le préfet et l'ARS. D'une façon générale, de mon point de vue, en France, lorsqu'il y a une crise très grave, c'est très important que le préfet soit aux manettes. Pourquoi ? Parce que c'est un acteur interministériel, mais il faut le savoir, le ministère de l'Intérieur n'est parfois pas très désireux de prendre le pilotage dans un secteur où il se sent toujours un tout petit peu mal à l'aise, qui est le secteur de la santé, qui est extrêmement technique, où il y a une part d'expertise qui est très importante en matière d'analyse de risque. Si vous voulez, quand il y a une inondation ou un incendie, on ne va pas demander à un conseil scientifique. Voilà, on est dans la gestion et l'expertise en matière de gestion est souvent assez sommaire. Mais donc, ceci dit, je reste convaincu que dans un événement de ce type, il est très important, très vite, de mettre aux manettes le ministre. Alors, les gens du secteur sanitaire, ça ne leur plaît pas. Parce que l'idée que ce soit le ministère de l'Intérieur qui est aux manettes, ça ne leur plaît pas. Mais je pense qu'en termes d'efficacité, c'est probablement préférable. Comment ça avait fonctionné sur l'épisode H1N1 entre l'intérieur et la santé à l'époque ? L'épisode H1N1, moi je me souviens très bien qu'en tant que directeur général de la santé, j'avais poussé pour que ce soit le ministère de l'Intérieur. Ça n'avait pas tellement plu à Roselyne Bachelot d'ailleurs. Je crois me souvenir que ce soit Mme Alliot-Marie qui préside la CIC. Mais ça me semblait, et d'ailleurs ce n'était pas moi mon avis qui avait conduit à la décision, c'était une décision qui était prise au niveau gouvernemental, mais ça me paraissait une meilleure solution, plus efficace. Merci. Nous allons passer au groupe avec Damien Abad pour les Républicains. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur. Je
partage à la fois votre analyse sur le rôle interministériel du préfet, notamment le lien avec les ARS. C'est une évolution importante, et également sur le deuxième point qui concerne les cellules interministérielles. Je voulais vous poser 3 questions. Une première, plus sur votre casquette, entre guillemets, à l'OMS. L'OMS avait déclaré, notamment en janvier, tester, tester, tester. Est-ce que vous considérez que ce message s'adressait aussi à la France ou uniquement aux pays qui n'avaient absolument aucune capacité de test? Est-ce que ça voulait dire qu'il fallait aller sur une politique massive de tests ou pas? Ma deuxième question concerne plus, en tant que membre de la mission Castex, puisque vous l'avez été sur la question du déconfinement, est-ce que vous pensez qu'il aurait été préférable, ou peut-être dans l'avenir, de mettre en œuvre un confinement plus régionalisé ou ciblé? Si oui, comment vous voyez les choses? Et puis, enfin, un troisième point qui est là plus sur l'ancien directeur général de la santé, qui est bien sûr la question de l'usage des masques au sein de la population. Dans le cadre du plan de prévention et de lutte pandémie grippale de 2009, vous indiquez en tout cas que le port d'un masque anti-projection peut être préconisé dans les espaces publics à titre de précaution, et que le grand public est encouragé à en faire l'acquisition. Donc, et vous dites en même temps en avril dernier que la culture de la stratégie des stocks s'est plantée. Donc quel est le regard que vous avez par rapport justement à l'usage du masque, notamment pour le grand public aujourd'hui, et si, entre guillemets, deuxième vague il y avait, et sur l'évolution des doctrines intervenues en 2011 et 2013 en matière de stock d'équipements stratégiques? Monsieur, si vous le permettez, on va poser encore 2 autres questions, ça vous laisse un petit temps. Donc Patrick Mignola pour le MoDem. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Professeur. 2 questions également. D'abord par rapport à l'OMS. Lorsque des éléments d'information vous sont apportés pour que vous puissiez vous prononcer, est-ce que ces informations, au début de cette année, vous proviennent naturellement de Chine par le biais uniquement des États, ou avez-vous d'autres sources? Ce qui me semble important pour les élus qui sont ici, dans le cas de reprise de l'épidémie en d'autres endroits et en d'autres temps. Deuxième question. Vous avez été parfaitement limpide sur le fait que notre pays était prêt au début des années 2010 à affronter une épidémie de ce type. Vous avez en revanche été lapidaire, ce que je peux parfaitement comprendre, sur le processus de décision qui a conduit à changer les doctrines. Quand et comment? Et les parlementaires ont-ils été consultés à l'époque sur cette évolution des doctrines? Merci. Boris Vallaud pour les socialistes. Merci Madame la Présidente, merci Professeur. Pardon d'insister sur la question de l'OMS. On a cru comprendre que le comité d'urgence avait eu quelques divergences dans l'appréciation de la crise à ses débuts et avait pu se voir reprocher une réponse tardive, et notamment le fait de lancer l'urgence sanitaire de portée internationale a pu, dans un certain nombre de critiques, être jugé tardive. Il a également été dit que l'OMS avait été très influencée par ce que la Chine avait pu lui transmettre ou ne pas lui transmettre comme information. Et on a, dans nos auditions, à plusieurs reprises, entendu dire que la Chine n'avait pas été tout à fait transparente. Et je voudrais savoir quelle est votre appréciation du point de vue des reproches qui sont faits à l'OMS. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez évoqué la question de l'interministérialité, j'allais dire au plan local. Alors, vous avez été délégué interministériel au H1N1, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consistait cette interministérialité, comme DGS, et si il vous apparaît qu'il y a eu un défaut d'interministérialité dans la gestion de la crise actuelle, et j'aimerais savoir, de votre point de vue, qui a géré la crise actuelle. Et puis, écoutez, j'en resterai à ces deux questions pour l'instant. Bien, je vous repasse la parole. Merci Madame la Présidente. Je vais, si vous êtes d'accord, faire un lot OMS. Donc, premièrement, pour répondre à Monsieur le député Abad, tester. Je ne suis pas sûr que ça ait été une initiative extrêmement heureuse de donner les choses comme ça, parce que d'abord, tester, ça ne veut pas dire grand-chose. Comme vous le savez, il y a les tests virologiques, il y a les tests sérologiques. Les capacités des États sont excessivement différentes. Et la notion, j'ai été surpris de la déclaration de l'OMS, tester, parce que d'évidence, il y a dans beaucoup de pays, c'était impossible, il n'y avait pas de test. Et même en France, l'expérience a montré que finalement, on n'a pu que peu tester, du moins au début. Donc je pense que ça a été une déclaration un tout petit peu,
peut-être un petit peu excessive. Et alors, est-ce qu'elle a été sortie du contexte ? Je ne sais pas, c'est possible. Mais personnellement, ça m'a un tout petit peu étonné. Concernant la question que vous évoquez, Monsieur Mignola, de l'information qui est apportée dans le cadre de l'OMS. Alors, il faut savoir comment fonctionne ce comité d'urgence. Donc, la réunion se tenait à Genève. Il y a toute l'équipe du directeur général et lui-même. Et au téléphone, il y a d'une part les autorités sanitaires des pays invités à présenter la situation dans leur pays. En l'occurrence, il y avait le CDC, le Chinese CDC. Il y avait les Japonais, les Thaïlandais, les Coréens. Et ces 4 pays faisaient au départ une présentation de la situation épidémiologique, qui était une présentation comme peut le faire Santé publique France. Voilà, il y a tant de cas où ça, les trucs, la mortalité, les délais, la transmission, le R0, etc., etc. Ensuite, il y avait les 15 experts, enfin les 14 qui étaient au téléphone en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Et ces gens sont invités, bien sûr, à poser des questions et ensuite à prendre position sur la réponse à la question qui est posée par le directeur général. Moi, ce que je peux dire, c'est que des informations qui ont été fournies par les autorités chinoises le 22 janvier, je n'avais pas de raison de douter de la véracité de ces informations. Les Chinois avaient annoncé le 31 décembre qu'il y avait des cas bizarres à Wuhan de pneumopathie aiguë de cause X. Peu après, ils ont dit on a trouvé un coronavirus, qui n'était pas une bonne nouvelle, mais pas non plus un scoop total. Ensuite, ils ont séquencé très vite le virus, qui montre qu'ils ont fait des progrès importants en matière de génétique moléculaire virologique. Et ils ont tout de suite mis cette séquence sur la base européenne GISAID, qui est une base de données des séquences génétiques des virus, en particulier influenza, ce qui fait qu'on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu de transparence et de volonté de partager l'information, du moins tel que je l'ai perçu de la part des Chinois. Et la présentation qui a été faite... Alors, c'est vrai qu'il y a eu un événement bizarre que je peux vous raconter, si ça vous intéresse. Le 22 au soir, alors qu'on se dirigeait avec le directeur général pour le point presse, on a appris par une dépêche média que la ville de Wuhan était confinée dans l'après-midi. Et donc, en accord avec le directeur général, le directeur général a pris la décision de dire « Je demande au comité de se réunir une journée de plus parce qu'il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi il y a eu cette décision. Est-ce que c'est parce que tous les gens sont décédés dans les rues de Wuhan ou quelle a été la raison de cette décision soudaine. Et le 23, donc, on a eu à nouveau une séance identique avec les autorités chinoises. Le Chinese CDC nous a dit qu'il avait appris la veille au soir l'autoconfinement de la ville de Wuhan, qui avait été décidé soi-disant par la ville pour protéger la population chinoise du Henan, la Chine et le monde entier. Et donc, on a eu à nouveau des informations sur la situation épidémiologique qui n'avaient pas vraiment varié. Et le comité d'urgence a été strictement dans la même attitude, c'est-à-dire très partagé. Le seul consensus que j'ai pu trouver a été c'est un tout petit peu trop tôt pour déclarer une urgence de santé publique de portée internationale. Voilà comment les choses se sont passées. Alors ensuite, j'ai vu dans la presse, effectivement, la question de l'influence sur le directeur général. Bon, moi, ce que je peux vous dire simplement, c'est que M. Xi Jinping ne m'a pas appelé. Et ça, je peux vous le garantir. J'ai pas eu d'appel ni de SMS sur mon téléphone. Alors, ensuite, il y a une question qui a été posée également à propos de l'OMS par monsieur le député Vallaud sur le caractère tardif, finalement, de l'avis qui a été rendu. Je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que j'ai pas manqué de nerfs ? Est-ce que j'aurais pas dû forcer le groupe à dire, etc. C'est vrai qu'on a peut-être perdu une semaine où en même temps, je me souviens d'une époque où on avait dit à Madame Chan, la déclaration de l'urgence H1N1, ça a été trop rapide, etc. C'est pas facile d'être entre la précipitation et l'attentisme. Hein. Donc c'est la raison pour laquelle on a d'ailleurs demandé au directeur général qu'un certain nombre de recommandations soient malgré tout suivies dès le 23 janvier, et elle figure dans le statement que vous pouvez consulter, hein, qui est public. Et d'autre part, on lui a dit une chose aussi, n'hésitez pas, et même on vous le recommande, à nous reconvoquer, si nécessaire, après-demain, dans les 3 jours, dans la semaine, ce qu'il a fait immédiatement, donc ce qu'il a fait le 30 janvier. Donc voilà, je pense que j'ai réglé le compte de l'OMS, et j'en viens maintenant
à la question que vous m'avez posée, monsieur le député Abad, sur est-ce que le confinement aurait pu être plus régionalisé ? Bon, c'est une question difficile parce que c'est un mécanisme quand même compliqué qui suppose de prendre des textes, tout ça se faisant dans un climat d'urgence. Je sais qu'au sein de l'Académie de médecine, on avait prôné une forme de confinement à la carte et sur une base régionale. Mais je conçois tout à fait que c'est pu apparaître difficile à mettre en œuvre dans la réalité. D'abord parce que ça n'est que plus tardivement qu'on a pu avoir apparaître ces cartes un peu visualisées qui montraient un peu la situation épidémiologique vraiment de façon plus fine par région, par département. Voilà, donc peut-être, mais je pense que c'était quand même très difficile à mettre en œuvre. Je pense que c'était très difficile à mettre en œuvre. On a pu, si vous voulez, au moment de la sortie du confinement, avoir une approche différenciée telle que celle que vous mentionnez, mais on a eu quand même un mois pour se préparer. On a eu un mois pour discuter, pour voir comment allaient s'organiser les relations entre les régions. Enfin, on a eu plus de temps pour préparer la sortie du confinement que les autorités gouvernementales n'ont eu pour décider le confinement. Donc moi, je conçois qu'il ait été difficile, au moment de la décision du confinement, de prendre une décision fondée sur une base régionale ou a fortiori départementale. Ensuite, vous avez posé une question sur l'usage des masques. Bon, je ne sais pas, vous étiez peut-être... au début de mon exposé, j'ai dit quelque chose sur ce sujet, donc je ne voudrais pas me répéter, mais en gros, la décision qui a fondé l'acquisition des masques en 2005, 2006, 2007, etc., et décision des gouvernements d'alors, ça a été le raisonnement suivant. Face au H5N1, puisqu'il s'agissait à ce moment-là du virus H5N1, forte mortalité et risque pandémique. Nous n'avons pas, à ce moment-là, d'antiviraux, nous n'avons pas de vaccin. Il faut qu'on puisse protéger les professionnels si on veut qu'ils puissent continuer à travailler et qu'ils acceptent de continuer à travailler. Et donc, on a décidé de faire cette acquisition de masques, en grande partie FFP2 pour les professionnels, et masques chirurgicaux anti-projection. J'ai fait de la chirurgie. Le masque chirurgical anti-projection, c'est pour éviter de cracher dans le champ opératoire. Ça n'est rien d'autre. Donc, masque anti-projection pour la population et les malades. Alors, ensuite, il y a une question qui m'a été posée par M. Mignola. Vous m'avez trouvé lapidaire sur le sujet des décisions qui ont pu conduire à l'évaporation des stocks. C'est ça que je comprends dans votre question. Alors là, on rentre dans la spéculation, même si votre enquête va permettre probablement de clarifier les choses. Si on fait la petite liste des éléments qui peuvent avoir fondé cette évaporation, j'en vois plusieurs facteurs. Le premier, c'est, je pense, que le fait d'avoir attaqué aussi fortement ceux qui avaient préparé avec des dépenses une préparation à un risque pandémique et qui ont été critiqués parce que finalement les conséquences sanitaires n'étaient pas si graves que cela, je pense que ça a marqué les esprits. Dans la commission d'enquête précédente, je me souviens que j'avais en face de moi Madame Touraine, par exemple, qui m'a posé des questions difficiles. Est-ce qu'elle était en position de poursuivre une préparation très active alors que peu après, elle était devenue ministre de la Santé? C'est une question que je me suis posée. Bon, la deuxième question, c'est... pardon ? La deuxième question, c'est la question de la croyance à l'utilité du port du masque. C'est un point extrêmement important. Là, on rentre dans une science qui est un peu grise, parce qu'effectivement, on n'a pas d'études contrôlées, randomisées, qui dit de manière très démonstrative que dans telle et telle situation, etc. Donc c'est vrai qu'on est un peu dans le principe de précaution, dans une incertitude scientifique, et l'acquisition des masques pour protéger les professionnels et la population relevait un peu, je reconnais, de l'application du principe de précaution. Et donc, on peut concevoir que certains, finalement, de même qu'ils avaient été un peu choqués par l'idée on en avait fait trop, du coup, ils devenaient finalement un peu réticents à l'idée de l'intérêt du masque.
Ça, c'est un deuxième facteur qui a pu intervenir. Alors, il y a un troisième facteur qui est sans doute intervenu, tout bêtement, c'est le facteur budgétaire. C'est-à-dire que c'est évident, si vous êtes un peu hésitant et qu'on vous dit il vaudrait mieux mettre l'argent là-dessus ou mettre l'argent là-dessus, vous dites on va en commander que 20 millions ou 50 millions au lieu d'en commander 600 millions. Ça, c'est sûr. Quatrièmement, il ne faut pas le nier non plus, il y a la question des autres urgences. Il est sûr qu'en matière de santé, on est en permanence confronté à des difficultés qui supposent de mobiliser des moyens. Voilà, chikungunya à La Réunion, il faut aller faut développer la lutte antivectorielle. La méningite en Seine-Maritime, il faut acheter des vaccins aux Norvégiens. Je parle pour la période que j'ai connue, mais mes successeurs ont dû être confrontés à des difficultés analogues. Donc, effectivement, maintenir le fil d'une préparation avec les dépenses que ça impose, à mon avis, il faut aller voir du côté des militaires pour voir comment on fait ce genre de travail. Donc, je ne sais pas si ça répond pleinement à votre interrogation, mais en tout cas, voici un peu comment je vois les choses. Alors, je reviens pour terminer à la question posée par M. Vallaud de l'interministérialité. Alors ça, c'est un point extrêmement important. D'abord, je précise que j'ai été délégué interministériel à la lutte contre la grippe aviaire. La grippe aviaire, c'est H5N1. C'est 2005. Les choses se sont passées de la manière suivante. En juin 2005, je venais de prendre mes fonctions de directeur général de la santé. Le SGDN avait organisé, et il avait raison, un grand exercice préparation à une pandémie grippale. Et je me souviens que le ministre Bertrand, qui venait d'arriver aussi, on a vécu cette réunion et on s'est rendu compte que les affaires étaient sérieuses. Moi, j'ai dit à ce moment-là qu'il était très important de se préparer très activement. Et j'ai reçu fin août un appel du ministre me disant « Vous êtes désigné délégué interministériel à la lutte contre la grippe aviaire ». C'est expliqué dans ce bouquin si ça vous intéresse. J'ai organisé à partir de ce jour-là, tous les mardis matins, une réunion mardi grippe et une réunion info grippe où on passait en revue tout ce qu'il était nécessaire de préparer. J'avais une petite équipe avec un intérieur, un MAE, un MINEFI, 2 IGAS, un travail. Et puis on réunissait tous les ministères concernés et on passait tous les secteurs en revue pour cette préparation. Et on faisait la même chose en termes de communication à travers cette réunion info grippe. Et je pense qu'on a réussi à créer une dynamique de préparation qui a fait que petit à petit, ceux qui s'en souviennent, qui ont été aux affaires à ce moment-là, se souviennent qu'on essayait de préparer les collectivités locales, les entreprises, etc., pour se préparer à ce risque. Alors c'est vrai qu'en 2008, et c'était vrai dans d'autres pays, est apparu un peu de fatigue pandémique. Les gens se sont dit, d'accord, on se prépare, mais finalement, ce virus n'arrive pas. Et la question de comment se préparer dans la durée à un risque pandémique est très importante et difficile. Et je pense qu'il vaudrait mieux voir les choses de façon plus générique. Et c'est pour la raison pour laquelle je propose la préparation au risque pandémique en général, plutôt que de cibler sur un agent infectieux, parce que malgré tout, l'inventivité de la microbiologie est telle qu'il va nous sortir quelque chose de différent dans quelques mois ou quelques années. Alors, vous avez posé une dernière question, c'est qui a géré la crise ? Je pense que vous parlez de la crise actuelle. Moi, j'ai dit ce que je pensais de la mise en place de 3 cellules de crise, l'une à l'intérieur, l'autre à la santé, l'autre au MAE. Je pensais que c'était mieux de rassembler tout le monde, mais d'évidence, c'est le Premier ministre et c'est son équipe qui ont assuré le pilotage de la crise. Ça se joue à un niveau politique élevé, ce genre d'affaires. Merci. Alors, Jean-Christophe Lagarde pour l'UDI. Merci, Madame la Présidente. D'abord, je tiens à dire au professeur Houssin que dans le travail qui a été fait en 2010, les journalistes ont interprété qu'il y en avait eu trop de faits. La réalité, c'est que c'était mal fait et sans doute mal préparé par le secrétaire général de la Défense nationale. Je le dis parce que j'ai vu beaucoup de polémiques là-dessus, une opinion personnelle. Deuxième chose, vous avez dit quelque chose d'essentiel. Il s'est passé du temps entre le 30 janvier, alerte mondiale OMS, et le temps où, en réalité, on parvient à réagir. Et je dis pour Madame la Présidente et Monsieur le rapporteur, il me semble que la commission d'enquête, dans quelques jours, aura à s'orienter sur cette latence-là. Je reviens à vous. Benoît Vallet nous a expliqué que la date de péremption des masques chirurgicaux qui nous ont tant manqué est finalement quelque chose de récent, ça date de 2010.
Et donc 2010, ça veut dire que vous étiez en fonction. Est-ce que c'était une demande récurrente des fabricants ? Est-ce que c'est une décision qui a été, pardon de l'anglicisme, challengée par le ministère de la Santé ? C'est-à-dire qu'après tout, on sait bien que ces masques continuent à conserver leur capacité protectrice plus longtemps que la date de péremption qui a été mise. En clair, est-ce qu'on a essayé de faire en sorte de déterminer si oui ou non ils étaient efficaces plus longtemps ? Et puis, est-ce qu'à l'époque, on pensait déjà à une éventuelle défaillance d'un producteur, du marché chinois, ce qui nous est arrivé, et est-ce qu'on avait imaginé quelque chose pour le remplacer ? La deuxième chose, c'est que vous êtes le père de l'Eprus. Lors de la commission d'enquête que vous avez évoquée tout à l'heure avec notre collègue Jean-Pierre Door, nous avions émis l'idée qu'il fallait adapter l'organisation des stocks de masques et d'équipements de protection aux zones de défense, puisque ce sont les préfets des zones de défense qui étaient censés à la fois les surveiller et, le cas échéant, les déployer. Pourquoi est-ce que cette recommandation, qui nous semblait de bon sens, n'a pas été mise en œuvre à votre connaissance, puisque ça s'est fait un peu après ? Et enfin, vous venez d'évoquer les exercices de catastrophe que vous organisiez régulièrement. Alors, pardon, les mardis grippe, mais il y a eu aussi des exercices catastrophes qui étaient organisés, me semble-t-il, lorsque vous étiez là. Est-ce qu'à votre connaissance, ça a été profitable ? Et deuxième chose surtout, est-ce que ça a continué après ? Comme vous disiez, il y a eu une certaine fatigue du risque pandémique. Est-ce qu'ils ont continué ensuite à organiser ce type d'exercice pour qu'on soit réellement prêt ? Merci. Monsieur Pancher. Oui, je voulais compléter la question de Jean-Christophe Lagarde. Benoît Vallée, qui a exercé vos fonctions de 2013 à 2014, évoque des changements de normes chez les producteurs de masques avec des dates de péremption, ce qui conduit pour l'État en 2014 à généraliser ces normes, y compris pour les stocks anciens, et entraîné un audit sur la totalité de nos stocks, la destruction de 80% d'entre eux à partir de 2018. Et d'ailleurs, François Bourdillon, le 17 juin dernier, l'ancien directeur de Santé publique France, il arrive, il fait ce constat. Il y a 600 millions de masques qui sont plus opérationnels. Il envoie d'ailleurs un courrier au directeur général de la Santé pour l'alerter. On ne commande que 100 millions de masques en 2 parties. Donc on arrive complètement désarmé à l'entrée de la crise. Mais je reviens en 2010. En 2010, on constate donc qu'il y a des normes avec des dates de péremption. On devait donc se douter qu'il fallait effectuer une analyse de la totalité de nos stocks, puisque les producteurs eux-mêmes considéraient qu'ils n'étaient plus fiables à 100%, que dans un délai d'ailleurs limité. Pourquoi avoir, à votre avis, autant attendu pour, à partir de ce constat, avoir analysé l'ensemble des masques et puis les avoir changés? Je sais que vous n'avez quitté vos fonctions qu'en 2011, mais peut-être pourriez-vous nous éclairer sur ce sujet. Et enfin, quel jugement vous portez sur l'absence d'achat de nouveaux masques en 2018 en nombre suffisant, ainsi que sur la destruction d'un important stock qui aurait pu être utilisé dans d'autres cadres? Merci. Caroline Fiat, vous vouliez poser une question ? C'est pas une obligation. Alors, Annie Genotté, pour La République En Marche. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le directeur, merci beaucoup pour vos exposés qui sont très clairs et très cash, et j'apprécie beaucoup. Vous avez dit tout à l'heure que dans le cadre de vos fonctions, vous aviez notamment, dans votre cadre de fonction comme délégué interministériel à la lutte contre la grippe aviaire, je voudrais juste préciser que moi-même, je travaillais en 2006, 7, 8 en Asie sur les plans de préparation de continuité d'activité des entreprises en Asie, notamment sur la région de Hong Kong et du Japon et de la Corée. Donc un sujet que je connais assez bien. Vous expliquiez que vous deviez rencontrer tous les secteurs pour les inciter à 2 choses: préparer leur plan de continuité d'activité et acheter des masques. Donc j'entends à travers cela que vous avez vraiment une lecture de ce qu'il convient de faire entre votre expérience en fonction à l'époque, ce que vous avez suivi de ce qui vient de se passer. Et ma question concerne la suite actuellement. Nous parlons, et comment vous voyez l'organisation aujourd'hui, quels sont vos conseils d'organisation, que ce soit au niveau des entreprises, au niveau des institutions, au niveau du secteur de la santé, comment devrions-nous aujourd'hui nous organiser pour pouvoir être prêts? Que signifie être prêt? Vous avez juste esquissé le fait qu'il vaut mieux être prêt pour une pandémie au sens général, mais je rappelle qu'une pandémie, il peut y avoir une transmission respiratoire, manuelle, sanguine, il y a beaucoup de façons de se préparer. Donc le champ de la préparation est très vaste. Quel est votre regard?
Comment faut-il se préparer? On entend parler régulièrement, je pense que le prochain auditionné va nous parler de cette fameuse deuxième vague. Que faut-il faire aujourd'hui pour être prêt? On n'en entend pas beaucoup parler. Quel est votre regard sur le niveau de préparation que nous devrions avoir? Je vous remercie. Merci. Et Martine Vonner pour le groupe EDS. Merci, Madame la Présidente. Monsieur, je reviens quelques instants sur la problématique des masques. Vous êtes en fonction en 2010, vous quittez votre fonction en 2011. Et en 2010, il me semble, vous allez nous le préciser, que vous êtes le signataire d'une circulaire très claire qui parlait de la stratégie de retrait logistique des stocks de masques FFP2. Est-ce exact? Est-ce que vous avez pu évaluer avant votre départ en 2011 l'impact de cette circulaire? Parce qu'au fond, n'est-ce pas vous qui avez, j'allais dire, enclenché peut-être cette nouvelle stratégie sur les masques? Et au fond, comme vous le dites si bien, c'est aujourd'hui ce constat que la France n'était absolument pas prête et absolument pas protégée. Deuxième question, et j'en arrêterai là, sur la gouvernance, vous êtes plusieurs fois revenu. Mais au fond, est-ce qu'on n'était pas là dans la caricature de surtout ce qu'il ne fallait pas faire? Parce qu'entre les différentes cellules de crise, les nombreuses agences qui fonctionnent de façon indépendante et individuelle, le conseil stratégique, est-ce que là, la stratégie utilisée pendant cette crise Covid n'était pas tout ce qu'il ne fallait pas faire? Je vous remercie. Merci, monsieur. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vais passer en revue au fur et à mesure peut-être les questions en espérant ne pas oublier des points. Alors, d'abord, pour monsieur le député Lagarde, et ça vaudra aussi pour la question que vous venez de poser, Madame, concernant les masques. Bon, il y avait à ce moment-là deux types de masques. Il y avait le masque chirurgical, qui est un dispositif médical, qui est un produit qui, à cette époque-là, n'avait pas de date de péremption. Pour une raison très simple, c'est que c'est des produits qui n'étaient pas destinés à être des produits stockés. C'était des produits d'usage courant en chirurgie, en anesthésie, et pour les infirmières, etc. etc. Donc, le milliard de masques chirurgicaux, je me souviens d'avoir été visiter l'hangar où ils étaient stockés dans les années 2007-2008, en Seine-et-Marne. C'était des masques, je dirais, des masques qui n'avaient pas de date de péremption. Et donc la question du renouvellement du stock, à cette époque-là, ne se posait pas véritablement. Autre sujet, les masques FFP2. Les masques FFP2, c'est une affaire complètement différente, parce que les masques FFP2, ce ne sont pas des dispositifs médicaux. C'est ce qu'on appelle des équipements de protection individuelle qui relèvent de la réglementation du travail, et qui sont des masques qui sont censés avoir une capacité de filtration vers le porteur dès lors qu'ils sont bien portés. Et cette capacité de filtration, elle est liée à des propriétés électrostatiques du tissu, etc. Bon, je ne rentre pas dans les détails techniques, que d'ailleurs j'ai un petit peu oublié, mais ce qui est très important, c'est que lorsque nous avions incité en France à la création d'une industrie de fabrication de ces masques. Je me souviens très bien, j'avais été visiter l'usine de Mako Pharma, là dans le nord, à Mouveau, et puis il y avait l'usine de Thuan, Paul Boyer, il y avait Bakou d'Alloz en Bretagne. On avait lancé des marchés qui avaient permis à ces industries de monter des chaînes et de produire ces masques FFP2. Et une des discussions qu'on avait eues avec les industriels, je me souviens très bien, ça avait été qu'au départ, ils avaient dit notre délai de péremption, c'est 3 ans. On leur avait dit, écoutez, 3 ans, ça, comme on veut quand même en acheter beaucoup, ça va quand même poser des problèmes. Donc, est-ce que vous ne pourriez pas réexaminer vos masques? Et je crois me souvenir qu'il y avait eu des études qui avaient été faites à l'INRS, qui était à ce moment-là qui était l'organisme dépendant du ministère du Travail, qui avait fait des tests de filtration. Et en gros, en accord avec les industriels, le délai de péremption de ces masques avait été porté à 5 ans. Et donc, évidemment, il était sûr qu'ayant commencé à acquérir des masques en 2005, il y avait un certain nombre de masques qui, en 2010, arrivaient à péremption et pour lequel il était non seulement, je dirais, logique, mais souhaitable
dès lors qu'ils avaient perdu leur capacité de filtration, on n'allait pas donner à des professionnels de santé des masques qui avaient perdu leur capacité de filtration, alors que justement, on voulait leur offrir quelque chose qui leur permettrait d'être protégés. Donc, effectivement, il est très possible, je ne me souviens pas de cette circulaire, mais il est très possible qu'on ait enclenché un mécanisme de remplacement des masques les plus anciens. Mais ça ne voulait pas dire j'avais en tête l'idée qu'il fallait supprimer le stock de masques FFP2. Ça, c'est la première question sur les masques. Alors, monsieur le député Lagarde, vous m'avez posé aussi une question à propos de l'EPRUS et à propos de... Alors, j'avoue que je ne me souviens pas pourquoi ces masques... Moi, j'avais gardé le souvenir que ces masques avaient été positionnés en grande partie. Alors, est-ce que c'était avant ou après la création de l'EPRUS? Je ne me souviens pas, mais dans les zones de défense, et on avait une organisation qui avait essayé de suivre justement le principe des zones de défense. Quant aux exercices, ça, vous mettez le doigt sur un point extrêmement important, c'est-à-dire qu'effectivement... Je ne sais pas si, à partir de 2011 et dans les années suivantes, il y a eu des exercices du type de ceux que organisait le SGDN, exercices biotox, exercices piratox, exercices pandémie. Alors, il y avait d'ailleurs des formes d'exercices. Je me souviens d'une période où on avait fait plusieurs dizaines d'exercices dans toute la France, dans des petites villes, dans des grandes villes. Je me souviens d'un exercice avec la préfète de la région Île-de-France. Donc, effectivement, c'est très important de maintenir alerte le dispositif de préparation, et l'exercice est une chose essentielle. Ce n'est pas à confondre avec le retour d'expérience, c'est autre chose. Hein. Le retour d'expérience, il s'est passé un événement, on tire les leçons. L'exercice, c'est on se prépare dans la durée, c'est une chose tout à fait différente. Alors ensuite, je vais répondre peut-être à monsieur... je ne suis pas sûr d'avoir bien... Pancher, pardonnez-moi. Pancher, oui. Donc, je ne reviens pas sur la question des normes et de la péremption parce que, effectivement, moi, j'ai perdu le fil à partir de 2011 sur l'évolution de la réglementation concernant les masques. Et j'avoue que je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Si Benoît Vallet vous a donné ces informations, il n'y a pas de raison d'en douter. Bon, en revanche, c'est sûr que... Mais ça, j'ai évoqué tout à l'heure la question. Pourquoi, si on détruit des masques parce qu'ils sont vraiment périmés, vraiment abîmés, qu'on a effectivement eu la conviction qu'ils ne pourraient être utilisés par personne, ben, faisons-le. Mais il faut quand même bien réfléchir avant de détruire des quantités très importantes de masques, surtout de masques chirurgicaux, qui a priori ne sont pas des masques dont la péremption est quand même évidente. La deuxième chose, c'est la question des achats. Je ne vais pas revenir dessus parce que je crois que j'ai déjà dit qu'effectivement, s'il n'y a pas un budget sanctuarisé dans le cadre d'un plan de préparation avec un contrôle disons, suivi des stocks et de leur maintien, effectivement, ça risque de passer à la trappe. Alors, Madame Gentet, vous avez évoqué, et ça me fait plaisir que les PCA aient atteint, y compris l'Extrême-Orient, vous avez évoqué la question de l'organisation du Conseil. Bon, moi, je me souviens quand on me posait la question en 2007, 2008, est-ce que vous êtes prêts? Je disais non, nous ne sommes pas prêts, nous nous préparons. C'est deux choses différentes. Comment pouvoir prétendre être prêt à un événement dont on ne connaît pas les caractéristiques et qui évidemment aura des éléments de surprise? En revanche, s'inscrire dans une dynamique de préparation, c'est-à-dire avoir un plan, s'exercer, évaluer ce plan. Je rappelle que le plan pandémie grippale, on l'avait fait évaluer par des autorités européennes. Je crois que c'est la London School of Tropical Medicine and Hygiene qui avait évalué notre plan pandémie grippale parce qu'on voulait être sûr d'avoir un regard extérieur sur la qualité de ce plan. Donc, alors, si vous voulez donner des conseils, c'est un peu difficile et j'aurais tendance malheureusement à retomber dans ce que j'ai connu alors que peut-être il faut faire preuve d'innovation. Donc, ce dont je suis sûr, c'est qu'il faut une volonté politique très forte. Si on a pu se préparer en 2005, 2006, 2007, 2008, c'est pour une raison très simple, c'est qu'au décours de l'exercice pandémie grippale du SGDN, Chirac a dit en septembre « Dépenses pour la préparation d'une pandémie grippale, nos limites ». Ça, je me souviens très bien. Et ça a créé un boost
moi, j'ai fait qu'accompagner une décision politique au plus haut niveau. Donc, si vous voulez, s'il n'y a pas une décision politique au plus haut niveau, ça n'embraye pas. Donc, ça, c'est la première chose. Décision politique au plus haut niveau, conviction que c'est très important. Deuxièmement, organisation adaptée avec... Alors, le SGDN, c'est des gens qui savent faire des plans, mais il faut effectivement aussi un coordonnateur interministériel qui va faire travailler un peu ce qu'a fait Jean Castex dans le cadre de sa mission sortie de confinement. Moi, j'ai retrouvé ce que j'avais vécu. Alors, évidemment, lui, il a fait à une échelle plus importante, mais ce que j'avais vécu dans le cadre de la préparation à une pandémie grippale. Et puis, ensuite, il y a la question des... C'est ce que j'ai dit à la fin. Il y a la question des moyens, des produits. Il y a la question des exercices. Il y a la question de l'évaluation de ce qui se fait. Il y a la comparaison avec les pays européens. Il y a la recherche et le développement. Parce que finalement, c'est quand même un peu misérable de se retrouver sans médicaments, sans vaccins, sans rien. Alors que... Je ne dis pas que c'est facile de créer, mais peut-être qu'on aurait pu savoir qu'on avait eu un MERS coronavirus, on a eu le SRAS, où on est la recherche sur les vaccins contre le coronavirus. Peut-être qu'on n'en trouvera pas, hein. Peut-être qu'on va se retrouver comme pour HIV avec finalement un bon médicament et pas de vaccin. Ça, je n'en sais rien. Hein. Enfin, pour terminer, vous avez évoqué la question de la gouvernance. Madame Bonner, pardonnez-moi. Vous avez évoqué la gouvernance, le nombre d'agences, le nombre de cellules de crise. J'ai dit pendant l'exposé qu'effectivement, il y a deux choses qui m'avaient paru bizarres. C'était la création du conseil scientifique et de CARE. Mais bon, je me suis dit peut-être c'est un coup de génie. Et puis ensuite, il y a eu la question de la multiplicité des cellules de crise. Voilà, ce qui était peut-être un peu dommage, c'est qu'on ne se soit pas appuyé beaucoup plus délibérément sur des structures qui existent, qui ont fait leurs preuves, qui sont, à mon avis, Santé publique France et le Haut Conseil de santé publique, dont en plus la composition est sécurisée avec les déclarations d'intérêt, etc. Et puis, c'est des gens qui ont l'habitude de travailler en matière d'expertise. Voilà. Donc, mais bon, parfois, l'innovation peut avoir du bon, hein. Merci. Nous avons encore pas mal de questions. Jean-Pierre Dor, tout d'abord. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, Monsieur Houssin, on a traversé quelques années ensemble et vous avez dit beaucoup de choses que je retrouve dans le plan pandémie qu'on avait analysé avec mon collègue Jean-Marie Le Guen à l'époque et dont j'étais le rapporteur et qui montre effectivement les 250 fiches actions qui découlait de ce plan pandémie. Et je voudrais citer simplement une des phrases que vous aviez dit à propos des masques. Parce que pour nous, le problème des masques est un problème extrêmement important. Surtout quand on voit ce bal qui s'est créé entre est-ce que c'est utile, pas utile. Je me souviens, votre phrase était celle-ci, des travaux scientifiques qui montrent que le port de masque à Hong Kong durant l'épidémie du SRAS a entraîné une diminution significative du nombre d'affections respiratoires, alors même qu'il s'agissait de simples masques en tissu beaucoup plus rudimentaires que les masques FFP2. C'est-à-dire que le masque était devenu une nécessité. Et dans nos plans, nous avions parlé d'obligation de masque en cas de pandémie. Bon, ce qui fait que vous avez dit dans un journal, je ne sais plus lequel, c'est pas grave, que vous étiez très fier de la création de l'EPRUS. Pensez bien que moi aussi. Moi aussi, surtout que j'aimerais bien que l'on puisse... Oui, je le dis parce que j'étais le rapporteur de la loi sur l'EPRUS et je l'ai vu construire à Marolles, où on retrouvait là-bas tous les stocks dont vous avez parlé. J'aimerais savoir aussi le problème des respirateurs, car il y a eu un problème au niveau de questions sur les respirateurs, et nous avions ciblé avec le ministre 6 000 respirateurs qui devaient être stockés. Donc, je pense que si nous les avions, nous aurions pas 5 000 lits de réanimation, mais on pouvait en avoir 10 000 dès l'instant où on aurait eu ces stocks de respirateurs. Vous avez ciblé, oui, je termine, la coordination territoriale, quelque chose de fondamental. Et quand nous avons fait les expériences locales, ça a montré que les territoires étaient favorables à pouvoir s'engager dans une réponse aux épidémies. Donc je pense que c'est un engagement qu'il faudra avoir pour demain.
Je vous remercie. Merci. Julien Brozic. Oui, merci Madame la Présidente. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un point important. On avait sur ce coronavirus, qui n'était pas le premier coronavirus auquel on était confronté, mais sur ce coronavirus, 15 jours, 3 semaines souvent de retard de diagnostic parfois, parce qu'on avait un risque de contamination, d'excrétion avant l'apparition des signes. Et donc, on avait parfois un retard. Et donc, cela prouve peut-être, et je voulais vous interroger là-dessus, sur la difficulté qu'on a, et vous l'avez déjà dit, qu'on a à s'adapter finalement à une crise. Donc, a-t-on besoin quand même aussi parfois, pour rebondir sur ce que vous disiez, de création de structures qui permettent plus de souplesse, plus d'adaptation, plus d'agilité dans des crises sur lesquelles on ne maîtrise pas tout. Et ça fait la transition avec ma deuxième question. Vous parliez justement des agences qui sont en place, et on a vu effectivement d'abord la création, je voulais avoir votre regard sur le conseil scientifique qui avait été mis en place, avec la dimension sociale, éthique, anthropologique, peut-être dont il y avait peut-être besoin en plus dans ce cadre-là. Et au-delà de ça, le professeur Delfraissy nous disait, avec la nécessité aussi de pouvoir travailler, de faire travailler ensemble ces agences qui parfois ne travaillent pas ensemble. Et de la même manière également qu'il y a eu, il me semble, et vous me donnerez votre avis sur son action, une cellule de crise interministérielle pilotée par Matignon, qui a agi pendant 2 mois et à laquelle le rapport Castex, justement, auquel vous participiez, je crois, a mis fin au 19 mai en demandant à ce qu'on passe sur une autre modalité en sortie de confinement. Dernier point rapidement sur lequel je voulais vous interroger, c'est votre regard au moment où vous êtes en activité, votre regard sur la souveraineté française par rapport aux masques et à la fabrication de masques. Je vous pose la question parce que je cite l'ancien président de l'usine de Plaintel, Roland Fanjat, qui nous dit de janvier 2009 à septembre 2010, nous avons livré 160 millions de masques FFP2 à l'État. Et puis il y a eu un désengagement de l'État. La chute des commandes a été catastrophique pour l'usine. Et on connaît la suite. Merci. Merci. Et je vais encore prendre une question, Monsieur Gaultier. Merci Madame la Présidente. Professeur, je voudrais revenir sur vos fonctions de président du comité d'urgence Covid-19 à l'OMS, même si ça a déjà été abordé, parce que c'est quand même là que tout a commencé, à partir du moment où la Chine et Taïwan ont signalé le 31 décembre 2019 les premiers cas de pneumopathie, jusqu'à l'annonce et la reconnaissance le 30 janvier 2020 de l'épidémie comme urgence de santé publique à portée internationale. Quasiment un mois, jour pour jour, entre les deux dates. C'est peu et beaucoup à la fois. Alors, est-ce que, 2 questions au niveau national et international. Au niveau national, avez-vous, en dehors de ce message officiel de l'OMS, échangé personnellement avec les autorités françaises, Madame Buzyn, le Premier ministre, de façon formelle après le 30 janvier, ou peut-être même de façon informelle avant le 30 janvier. Et puis au niveau international, alors j'ai entendu vos réponses par rapport à d'éventuelles pressions de la Chine, votre absence de doute à l'époque. Avez-vous entendu également le signalement de Taïwan, quasiment à la même date, dès le 31 décembre 2019, puisque Taïwan a fermé sa frontière le 22 janvier avec la Chine, très très tôt, ce qui explique peut-être aussi son excellent bilan. Ils n'ont que 7 morts pour 23 millions d'habitants. C'est comme s'il y avait 20 morts en France. Vous voyez le delta. 7 morts uniquement et 446 cas pour 23 millions d'habitants. Merci. Sophie Oconi. Oui, rapidement, pour compléter vos propos, professeur, et merci de la clarté de ceci. Vous avez été directeur général de la santé lors de la grippe aviaire et vous aviez indiqué à ce moment-là que c'était une menace importante pour l'espèce humaine en la comparant possiblement avec des pandémies comme la peste ou la grippe espagnole. Plus d'une décennie plus tard, la Covid-19 a été considérée en France comme une simple grippette. Comment expliquez-vous en si peu de temps la différence entre le sérieux avec lequel avait été appréhendée la grippe aviaire
et ce que je qualifierais de légèreté d'appréciation la Covid-19. Deuxième sujet, je crois que vous êtes à l'origine de l'organisation territoriale de la santé, à travers notamment les ARS. C'est le cas ou pas, et en tout état de cause, j'ai le sentiment personnel que cette organisation territoriale ne représente pas une même égalité de traitement pour les territoires. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on peut corriger cette organisation pour la rendre plus efficace, plus efficiente, notamment dans la gestion d'une crise comme celle que nous venons de traverser et que nous traverserons peut-être encore dans les mois prochains? Enfin, pour ce qui concerne la gestion des stocks, et pour rebondir sur la question de Jean-Christophe Lagarde au niveau de la gestion des stocks, entre les stocks chirurgicaux, les stocks des masques chirurgicaux et ceux qui étaient FFP2, quels sont les points qui ont été des faiblesses et comment est-ce qu'on peut améliorer l'organisation de la gestion de ces stocks, qu'ils soient FFP2 ou chirurgicaux? Je vous remercie. Merci. Je vais vous repasser la parole, sachant que nous aurons encore 3 questions ensuite. Voilà. Merci Madame la Présidente. Alors tout d'abord, je suis fier que vous soyez fiers d'avoir créé les PRUS, parce qu'effectivement, je considère que ça a été un acquis dans notre paysage. Je rappelle que c'est à la suite d'une visite aux États-Unis. À cette époque-là, les États-Unis étaient un modèle où effectivement j'avais constaté qu'ils avaient 2 choses que nous n'avions pas. D'une part, un corps de santé publique. Alors le leur était en uniforme, je n'ai pas été jusqu'à recommander que le nôtre soit en uniforme, et disons une organisation de gestion des stocks de produits de santé qui m'a conduit à proposer au ministre Bertrand à l'époque la création d'un établissement, parce que j'avais fait le constat que la DGS n'était pas capable, n'avait pas les compétences en matière de logistique pour prendre toute seule en charge ce genre de travail. D'où la création de l'EPRUS, et merci d'avoir rappelé cela. Sur les respirateurs, effectivement, nous avions été amenés à commander des respirateurs, mais ce sont des produits assez, je dirais, fragiles, qui doivent aussi fonctionner. C'est-à-dire qu'un respirateur, ce n'est pas quelque chose qu'on peut poser sur une étagère, on ferme le placard et on attend pendant 10 ans. Non, il faut qu'il fonctionne. Et donc, on avait positionné, je me souviens, ces respirateurs dans les établissements de santé. Et effectivement, on avait fait ça. Alors, il y a eu surtout une acquisition importante aussi au moment de la pandémie grippale H1N1 durant l'été 2009, où effectivement, on avait également complété l'acquisition de respirateurs pour essayer de faire face. Alors, je ne sais pas si dans cette crise, il y a eu des difficultés sur les respirateurs, c'est possible, mais j'avoue que je n'ai pas été au courant vraiment de cette question. Alors, Monsieur Banzic, concernant il y a un point très important, c'est qu'effectivement, il a été montré par une équipe de recherche en Allemagne que ce virus a une capacité tout à fait préoccupante, qui est d'être capable d'être excrété par le malade dans les 48 heures qui précèdent l'apparition des signes. Et ça, c'est un problème très important, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas demander à quelqu'un... je veux dire, toute personne devient potentiellement un excréteur de virus. Et c'est la raison pour laquelle la question des regroupements en espaces confinés de personnes, etc., devient un sujet extrêmement difficile à gérer, parce que vous pouvez toujours dire aux ceux qui se sentent malades, bon, ben, restez chez vous, mais ceux qui ne se sentent pas encore malades, et ils vont rentrer. Et donc ça, c'est une des difficultés particulières qui a été posée, je pense, par le coronavirus. Vous avez raison d'avoir souligné aussi qu'un des aspects positif, je pense, du Conseil scientifique, ça a été lié à la personnalité de Delfraissy, qui, en tant que président du CCNE, a une tonalité et une appétence pour les questions, je dirais, éthiques, qui étaient utiles aussi, sont très importantes dans le cadre d'une gestion de ce type. Donc je pense que ça a été un des éléments positifs de la création du Conseil scientifique. Ensuite, Madame... je n'aurais pas oublié un intervenant, Madame Anconi. Donc, bon, vous avez dit qu'effectivement, on avait pris très au sérieux la menace H5N1. Je pense qu'il faut aussi voir que H5N1, on était face à une menace de pandémie. L'OMS a dit il faut vous préparer. Et heureusement, les autorités françaises ont dit on va se préparer. Et on s'est préparé. Mais on a eu du temps pour se préparer. Covid, comme on n'était pas bien préparé, c'est tombé, boum, et en fait, on est tombé sur des esprits peut-être pas assez préparés.
Donc ça veut dire que si on veut résoudre ce genre de difficultés, il faut se préparer en permanence. Et se préparer en permanence, c'est difficile. C'est difficile parce que ça suppose une persistance, une ténacité, y compris dans la volonté politique, et on sait qu'elle peut varier, y compris dans les moyens. Voilà, donc c'est une grande difficulté. Alors je ne sais pas comment font les militaires pour se préparer. On n'a pas eu de grande guerre depuis, disons, de plein, mais ils arrivent quand même à continuer à se préparer. Je pense qu'il faut s'inspirer de ça. Enfin, concernant l'organisation territoriale, l'inégalité, bon, effectivement, j'avais participé, c'est pas moi qui avais conçu, mais enfin, j'avais participé à la création, disons, de la réorganisation territoriale de l'État avec la disparition des DRASDAS, la création des ARS, le rôle des ARS, la coordination des ARS. Enfin, moi, j'avais toujours considéré que c'était quand même un progrès. Et effectivement, un des grands sujets, c'était comment lutter contre les inégalités territoriales et sociales de santé, et donc comment pouvoir mettre en place des mécanismes de compensation toujours difficiles entre régions, surtout si on songe à l'outre-mer, où la question est encore plus critique. Voilà, alors, bon, c'est vrai que dans cette épidémie, dans cette pandémie Covid-19, on a été confronté, curieusement, à une inégalité territoriale extraordinaire. Parce que pourquoi est-ce que ça s'est... Enfin, si, on a des idées, mais pourquoi ça s'est limité au nord-est de la France et le sud-ouest, pas grand-chose? Et finalement, où est la justice dans cette affaire? Qu'est-ce qu'on a... C'est pas facile de gérer une inégalité dans un contexte comme celui-là. Je pense qu'il y a eu des initiatives heureuses qui ont été prises, notamment de transfert de patients entre régions vers l'Allemagne, de transfert y compris de patients. Enfin, c'est un petit exploit qui a été réalisé quand même avec ces transferts de patients intubés, ventilés. Enfin, c'est pas des affaires faciles, ça. Voilà. Écoutez, je vais peut-être... Vous avez posé, je crois, une question sur la gestion des stocks, les faiblesses, mais je n'ai pas retenu exactement quel était le sens de votre question. Oui. Elle revenait, si vous le permettez. Vous avez dit, et fort justement, la date de péremption, elle est parfaitement compréhensible sur le FFP2. Oui. Sur le FFP1, Merci les fabricants ont dit 2010. Simplement, il pose la question pour savoir y répondre, Madame la Présidente. Et vous avez dit, c'est vrai que pour les masques chirurgicaux, donc les FFP1, c'est beaucoup plus discutable la date de péremption. C'est sur ça que je vous interrogeais. Est-ce que ça a été challengé avec les fabricants à un moment ou à un autre, à votre connaissance? Il n'y avait pas de date de péremption des masques chirurgicaux. Entre 2005 et 2011, moi, je n'ai pas connu même de discussion sur ce sujet. Il n'y avait pas de date de péremption des masques chirurgicaux. Merci. Vous avez... Pardon, monsieur. Excusez-moi. Voilà. C'est ça le danger de ces discussions qui ne s'organisent pas. Vous aviez terminé votre intervention, monsieur, parce que j'ai encore 3 questions. Alors, Nicolas Desmoulins. Oui, monsieur Houssin, vous avez mis l'accent sur le manque de préparation que j'entends pleinement. Vous avez parlé au niveau des masques, vous n'avez pas parlé de l'utilisation des masques. Je pense que vous devez avoir un recul là-dessus. En France et en Europe, notamment, on n'a pas cette norme culturelle de ce qu'on appelle le bien porté, vous l'avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous préconisez là-dessus? Parce que je ne suis pas sûr aujourd'hui, malgré la pandémie, qu'en France, on ait bien compris l'utilisation de ce masque. Moi, je l'ai vu sur le terrain. Beaucoup de Français portaient le masque et évitaient les gestes barrières qui me semblent être quand même une sécurité un peu plus importante. Voilà, je voulais avoir votre regard là-dessus. Et deuxième question sur la réserve sanitaire. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est d'ailleurs les Prusses qui en étaient à l'initiative. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré au niveau de cette réserve sanitaire durant cette crise, même s'il y a eu de très très bonnes choses? Je pense que dans les futures crises, il serait peut-être bien de l'améliorer, de l'intensifier au niveau de l'organisation. Merci. Merci, Josiane Corneloup. Merci, Madame la Présidente. 3 petites questions synthétiques. Nous avons fréquemment évoqué la peine que nous avions à apprendre des épisodes précédents. Et vous évoquiez dans le quotidien du pharmacien le 10 avril, je vous cite, « Nous n'avons pas pu agir dans le long terme. Il n'a pas été possible de gérer les stocks constitués de FFP2 qui arrivaient à péremption en 5 ans. » Est-ce que, sous cette dénomination « il n'a pas été possible », vous évoquiez uniquement la ligne budgétaire consacrée à l'achat des masques qui n'avait pas pu être respectée en raison des arbitrages du ministère, notamment par rapport aux imprévus que vous aviez cités?
Une autre petite question concernant le changement de doctrine en 2013. Celle-ci a beaucoup été évoquée comme étant la source de nombreux maux. Il me semble cependant qu'elle était plus axée sur l'aspect qualitatif des masques que l'aspect quantitatif, puisqu'il était donc évoqué que les FFP2 seraient désormais acquis par des établissements de santé, alors que les masques chirurgicaux seraient gérés par l'État. Et d'ailleurs, un rapport d'experts de Santé publique France en 2019 faisait état que nous avions toujours besoin d'1 milliard de masques. Qui devait contrôler que ces achats de masques FFP2 aient bien été effectués par les établissements de santé? Et puis une troisième question très rapide par rapport à la tension au regard des médicaments, des anesthésiants, mais pas que, puisque nous l'avons vu, les patients Covid, pour beaucoup d'entre eux, étaient atteints de pathologies chroniques, et nous avons vécu également un manque de médicaments liés à ces pathologies chroniques, qui serait, à mon avis, très inquiétant en cas de deuxième vague. Est-ce que ce risque de pénurie de médicaments avait été identifié préalablement? Merci Madame la Présidente. Alors, d'abord, je vais répondre à Monsieur Desmoulins. L'utilisation des masques, le bien porté, il concerne essentiellement le FFP2. C'est-à-dire le FFP2, c'est un masque qui, si on veut qu'il ait une activité de filtration, doit en même temps être bien ajusté au visage. Et donc, c'est certainement celui, mais c'est un masque qui est porté par des professionnels que l'on peut former, auxquels on peut expliquer les choses. Et donc, je pense que le port du masque FFP2 doit aller avec une sorte de formation. En revanche, le port du masque chirurgical, qui est un masque anti-projection, finalement, il faut essentiellement qu'il couvre la bouche et le nez. Alors, effectivement, on en voit, si j'ose dire, des vertes et des pas mûres. Par exemple, j'en ai vu porter le masque sur la tête. Dans le métro, dans l'ensemble, je trouve que les gens le portent plutôt bien. Moi, je prends le métro tous les jours et je suis frappé de voir que les gens portent bien le masque chirurgical. Il y a même des initiatives assez étonnantes. J'étais à Cotonou lundi dernier et dans l'avion, il y avait un monsieur qui avait transformé son masque pour les yeux en masque chirurgical qui portait comme ça. Vous voyez, donc il y a aussi certains qui font preuve d'innovation. Donc c'est un sujet très important, mais surtout pour le port du masque FFP2. Alors ensuite, concernant la réserve sanitaire, je ne peux pas dire grand-chose parce que finalement, je reçois les bulletins, j'ai lu les bulletins de Santé publique France où il est mention du nombre de personnes mobilisées, des actions auxquelles qui les concernent, mais je ne suis pas capable de porter un jugement. Mon impression est qu'ils ont un rôle. Par exemple, en Guyane, j'ai compris qu'il y a avoir mobilisation d'une réserve pour la Guyane, ça me paraît très bien. Et donc, je pense qu'il faudra, de manière très précise, tirer les leçons de l'utilisation de cette réserve dans le cadre de cette crise, mais je n'ai pas d'opinion personnelle sur le sujet. Madame Cornelou, concernant le fait d'apprendre des épisodes, si vous voulez, moi, je n'ai pas le souvenir. Je parle de la période qui s'est terminée pour moi en 2011. Ce qui s'est passé après, je lis les journaux, mais je n'ai pas d'informations vraiment très, très détaillées. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que jusqu'en 2011, pour l'acquisition des masques, il n'y avait pas de problème budgétaire. On était conscient qu'il y avait un délai de péremption, qu'à un moment donné, il allait falloir les remplacer. Madame, vous avez mentionné cette circulaire qui enclenchait le processus pour les masques les plus anciens, qui s'est acheté sans doute en 2003, 2004, 2005. Voilà, mais j'avoue que je n'ai pas de commentaires, parce qu'après, moi, j'ai perdu le fil des choses. Concernant la doctrine de 2013, il me semble qu'il y a un point très important, c'est que j'ai l'impression qu'on a petit à petit, disons, dévalorisé, démonétisé l'intérêt du masque FFP2. Alors, c'est un peu le coup des raisins sont trop verts. Hein. C'est-à-dire que quand on veut effectivement considérer qu'on n'a pas assez de masques ou qu'on ne veut pas en acheter, on n'a qu'à dire qu'ils ne sont pas très utiles. Donc effectivement, considérer que le masque FFP2, il est réservé à des professionnels de santé qui ne font que quelques actes très invasifs, moi, ça me paraît excessif. Et je pense que l'avis du Haut Conseil du 11 juillet, surtout pour un virus qui s'excrète avant les symptômes, je pense qu'il faut avoir vis-à-vis des professionnels de santé une approche beaucoup plus active et j'aurais tendance à leur mettre beaucoup plus facilement que ça à disposition des masques FFP2. Et donc c'est la raison pour laquelle il me semble qu'il y a une responsabilité de l'État à acquérir des stocks État de masques FFP2 à l'intention des professionnels. Je pense qu'il n'est pas réaliste de considérer
qu'un établissement de santé, peut-être pas un très grand établissement, mais un établissement normal ou un établissement médico-social soit capable de gérer dans la durée des produits comme les masques FFP2 dans des quantités importantes, ça ne me paraît pas dans la culture de ces établissements. En revanche, ça me paraît dans la culture de l'État, à condition qu'il soit organisé pour bien faire les choses. Donc, de mon point de vue, j'aurais tendance à conseiller, vous parliez de conseil, de revenir sur stock de masques chirurgicaux, stock de masques FFP2, calcul des populations cibles, etc. etc. Il suffit peut-être de reprendre un peu ce qu'on avait fait avant 2011. Les médicaments, c'est la même chose. Moi, je me souviens très bien que, justement, dans le cadre de la préparation à la pandémie grippale, j'avais été discuter avec Jean Marimbert, le directeur de l'AFSAPS à ce moment-là, en lui disant... Nous, on ne veut pas se retrouver pour des raisons justement de blocage de production, etc. On avait fait la liste des médicaments essentiels. Cette liste des médicaments essentiels, elle existe, on peut la retrouver. Est-ce qu'elle a été mise à jour? Je ne sais pas, mais il y a une liste des médicaments essentiels. Et il me semblerait extrêmement important de partir de cette liste des médicaments essentiels pour identifier où sont les productions, qui les produit et comment on sécurise. Alors nous, on avait abordé le sujet... non pas tellement sous l'angle ça va être bloqué en Chine ou en Inde, mais plutôt sous l'angle l'industrie pharmaceutique, du fait de l'absentéisme lié à la pandémie, risque de ne plus être en capacité de production. Donc organisez-vous pour assurer la continuité de la production. C'était plutôt ça notre idée à ce moment-là. Et donc, mais je pense qu'il faut voir le sujet sous les deux angles, continuité de la production, y compris des entreprises en France, et sécurisation concernant les productions qui peuvent être sur des territoires étrangers. Merci beaucoup. Je pense que nous n'avons plus de questions et je tenais à vous remercier infiniment pour la précision de vos réponses et en plus d'avoir apporté les réponses à tous les parlementaires. Donc un grand merci. Voilà, vous venez d'entendre Didier Houssin s'exprimer devant les parlementaires. L'ancien directeur général de la Santé a indiqué qu'à son départ, le stock stratégique de l'État s'évaluait à 1 milliard de masques chirurgicaux et 700 millions de masques FFP2. Une déclaration qui laisse grande ouverte la question de l'évaporation des stocks qui s'en est suivie. Cette audition est à retrouver sur notre site lcp.fr.